Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va couvrir la totalité d'un chapitre, hein. Alors c'est clairement, euh, même probablement le plus simple des chapitres de l'année, hein. Mais il est très très intéressant en plus d'un titre, hein. Vous verrez à la fin, je vous ferai un petit laïus sur ce chapitre, hein, qui est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Donc on démarre tout de suite. Alors, le but est de comprendre finalement comment on en sait autant sur notre système solaire, sur le mouvement de la Terre, de tous les astres, on- comment, alors qu'on est bien coincé sur Terre, qu'on est entouré de mouvements qui pourraient nous induire en erreur, hein, comment on en sait autant sur tous les mouvements qui peuvent se produire dans notre système solaire. Alors, comment a-t-on pu imaginer que toutes les planètes tournent autour du Soleil? On parle d'un système solaire où les distances sont absolument immenses, hein. On voit bien à quel point on a ramé pour aller sur la Lune, qui est notre satellite, hein, et à quel point aller sur Mars, qui est notre plus proche voisin, nous demande une, euh, qui nous demande des moyens technologiques immenses, hein. Comment du coup on a pu comprendre quels étaient les mouvements de toutes ces planètes dans le système solaire? Alors historiquement, pour une question d'orgueil probablement, et puis parce qu'on ne le ressent pas au quotidien, on a pensé que la Terre était au centre de ce système. Nous sommes immobiles et nous voyons tout qui tourne autour de nous, hein. Quand on voit le matin, le soleil se lève, il se recouche, on a vraiment cette impression qu'il tourne autour de nous. Et puis bon, pour des raisons religieuses, hein, ça tombe bien, hein, Dieu ayant créé la Terre, dis donc, on l'a foutu en plein milieu du système, ça tombe bien. Voilà, en gros, l'idée. Maintenant, il fallait que illustrer les mouvements, hein, de toutes ces planètes qu'on découvrait dans le système, du coup, qui ne s'appellerait pas solaire, hein, le système terrien. Et c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que si la Lune tourne bien autour de la Terre, si le Soleil tourne bien autour de la Terre, on a un malaise avec les autres planètes. Les autres planètes semblent faire un cercle autour du cercle qui tourne autour de la Terre, hein. Je m'explique, vous voyez ici Vénus, hein. Vous tracez un cercle autour de la Terre, et bien en l'occurrence Vénus fait une espèce de mouvement circulaire autour de ce cercle. Et c'est le cas de toutes les autres planètes. Alors c'est étrange, hein, mais bon voilà, pourquoi pas, après tout, ça marche. Bon, maintenant, voilà pour le système géocentrique. Mais un certain nombre d'observations vont venir un peu contrarier ça, hein. Quand des gens vont commencer à observer le ciel, ils vont se rendre compte qu'on parle d'un système où les planètes tournent autour de la Terre et que derrière les étoiles sont figées, ce monde parfait ne bouge pas, ne change pas. Et soudain, on observe plusieurs choses. On observe, quand on regarde Mars de plus près, hein, que mine de rien, Mars fait un drôle de mouvement, des fois dans le ciel, hein. Il nous fait ce petit mouvement là, tac tac tac, il avance, et puis d'un coup il recule, et il repart. On appelle ça les rétrogradations, hein. On le connaît depuis l'Antiquité. Bon, c'est comme ça qu'on les a expliqués à l'aide de ce petit mouvement bizarre là. Mais aussi, des scientifiques voient des fois passer des choses dans le ciel, des comètes qui semblent se produire dans cette partie de l'univers qu'on dit fixe, absolument immobile, parfait. Et puis, on remarque aussi des événements un peu uniques. C'est le cas d'une supernova, hein, qui est vue un jour dans le ciel. Alors, il semblerait que cet univers, finalement, il se passe pas mal de choses, hein, qui soient pas aussi fixes et éternelles que semblaient le penser les philosophes de l'Antiquité. Et mine de rien, ces rétrogradations-là, ça titille un peu les scientifiques qui trouvent que finalement, mettre la Terre au centre, ça complique vachement le système, en fait. Et au bout d'un moment, on finit par commencer à comprendre ces rétrogradations. Et si le Soleil était mis au centre et que toutes les planètes tournaient autour, est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer cette fameuse rétrogradation par le fait que la Terre étant plus proche du Soleil, elle tourne en moins de temps autour de la Soleil que Mars. Et si la Terre prend moins de temps pour faire le tour autour du Soleil, ça veut forcément dire qu'à un moment ou à un autre, pendant notre révolution, hein, on dépasse Mars. Eh bien, vous l'avez là, hein. Vous avez en bleu les différentes positions de la Terre quand elle tourne autour du Soleil, et en rouge les différentes positions de Mars. Et quand on regarde bien là, regardez, on voit ici la Terre, hein. On regarde par là pour voir Mars, donc voici sa position. Ensuite, un peu après, la Terre est là, le Mars est là. On voit Mars par là. Et quand on regarde en fonction des différentes positions, au moment où la Terre va dépasser Mars, eh bien dans le ciel, on a cette espèce de petit mouvement bizarre qui se produit. Ce qu'on a appelé la rétrogradation des planètes, c'est simplement le moment où la Terre dépasse en fait les autres planètes
lors de leur révolution autour du Soleil. Et là, d'un coup, on se rend compte qu'il y a un modèle qui est bien plus simple, c'est de mettre le Soleil au centre et finalement notre Terre qui n'est qu'une planète parmi les autres. Alors pour l'orgueil, c'est pas bon, hein. Ça a embêté aussi les ecclésiastiques, qui ça leur arrange, ça les arrangeait bien, parce qu'en plus derrière c'est ce qu'ils ont écrit dans la Bible. Donc forcément ça donnait tort à la Bible, et ça c'est problématique pour les plus fanatiques. Mais ben non, hein, on est une planète comme les autres, qui tourne autour du Soleil. Alors, il y a d'autres choses hein, qui montrent que cette Terre bouge, tourne autour du Soleil. Hein. Vous avez notamment la position des étoiles lointaines dans le ciel. Quand vous regardez une étoile en ce moment même, tiens, par exemple en janvier, vous la regardez bien, vous regardez sa position dans le ciel, et vous regardez où elle est, cette même étoile, en juillet à la même heure. Et là, vous allez vous rendre compte que vous ne la voyez pas au même endroit. Et c'est le cas en fait pour toutes les étoiles, sauf que le mouvement est plus marqué pour des étoiles qui sont proches que des étoiles qui sont lointaines. Et bien ça aussi, c'est une illustration de ce mouvement de la Terre autour du Soleil. Vous l'avez ici. Hein. Quand la Terre est en janvier, eh bien on voit une étoile dans cette direction. Et en fait, en juillet, eh bien on la retrouve dans l'autre direction. Eh bien, figurez-vous que c'est cette technique qui nous a permis de calculer la distance entre la Terre et le Soleil. C'est bon, c'est de la géométrie plutôt basique, hein, mais on a réussi à calculer la distance Terre-Soleil par ces techniques-là. Ok? On continue. Alors, donc, à partir de là, on décide d'adopter le modèle héliocentrique avec le Soleil au milieu et toutes les planètes qui tournent autour. À noter que nous n'avons pas de démonstration absolue et définitive que ce système est le bon, c'est simplement le modèle qui finalement est le plus cohérent avec toutes nos observations. Et c'est surtout le plus simple pour décrire tout ça. On pourrait imaginer, on pourrait coller hein, la Terre au milieu et on fait des trucs pas possibles pour expliquer tout ce qui se passe, mais ça serait des ajustements, on mettrait du scotch pour cacher la misère, on cacherait un... Enfin, on se prendrait la tête pour des problèmes super simples, alors qu'en fait, avec ce modèle, c'est très simple. Donc, c'est que c'est probablement le bon. Hein. Quand on peut expliquer quelque chose simplement, c'est que c'est probablement la bonne explication. Maintenant, comment on sait que la Terre, elle tourne sur elle-même? Parce que bah, c'est bien beau, mais mine de rien, on ne le voit pas, hein, cette rotation. Qu'est-ce qu'on voit, nous, typiquement au quotidien? Deux choses. La journée, on voit le soleil qui se lève, qui monte au zénith et qui se recouche. La nuit, pour ceux qui aiment la photo, je vous conseille de faire des photos pareilles, c'est absolument magnifique. Vous posez votre appareil photo et vous modifiez le temps de pose, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo non pas instantanée, hein, comme quand vous faites une photo habituellement, mais vous réglez votre appareil photo pour qu'il prenne une photo pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures si vous voulez. Et voilà la photo que vous allez obtenir. C'est une photo absolument splendide du ciel étoilé, où vous voyez le mouvement des étoiles dans le ciel. Et vous voyez qu'elles bougent toutes, hein, et puis que même, il y en a certaines qui font beaucoup de chemin, alors que d'autres font des toutes petites distances. Et mieux là, il y en a une qui ne bouge absolument pas. Alors ça c'est curieux, si toutes les étoiles bougent, comment ça se fait qu'il y en a une au milieu là qui bouge pas? Comment ça se fait qu'il y en a qui font des trajets beaucoup plus grands que les autres? Pourquoi ces mouvements ressemblent finalement furieusement au mouvement du Soleil hein, au quotidien? Eh bien finalement, hein, le moyen le plus simple, hein, ça a été d'expliquer mais que c'était la Terre. La Terre qui tournait sur elle-même, sur une journée, et que ce mouvement apparent là, du Soleil et des étoiles dans le ciel, c'était juste un changement de perspective, de point de vue, puisque nous tournons, hein, là, je suis maintenant, là, si je me tiens là, je suis face à quelque chose, si, comme je suis sur Terre, je tourne sur moi-même, eh ben, au bout de 12 heures, comme je serais tourné par là, ben, l'objet, maintenant, il est derrière moi. J'aurais eu l'impression que cet objet a tourné et passé derrière moi, alors qu'en fait, c'est juste moi qui me suis retourné. Et nous avons la même observation faite sur la Lune. Hein. Quand vous regardez, la Lune, elle se lève et elle se couche tout comme le Soleil. Eh bien, vous avez une image ici. Hein. Imaginez, vous êtes là, à un moment situé au point A. La Lune, elle est en ce moment même ici. Donc, vous la voyez avec un angle rasant. Hein. Donc, la Lune est en train de se lever. Et en fait, quelques minutes, heures après, en fait, hein, là, on parle de 6 heures. Mais au bout de 6 heures, la Terre, elle aura fait un quart de tour. Donc, le bonhomme qui était en A se retrouve en B. Et là, cette fois-ci, il est pile poil à la verticale de la Lune. La Lune est à ce moment-là au zénith pour lui. 6 heures plus tard, il sera au point C. La Lune se couchera. Donc en gros, en moyenne, hein, alors il y a les reliefs qui gênent, et, bon, et des fois, là, bon, plus les aléas du temps, hein, mais la Lune, en gros, est censée être visible pendant 12 heures. Et étant donné que la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours,
sur une journée, finalement, la Lune n'a que très très peu bougé. Donc le mouvement que vous voyez dans la nuit, le mouvement de la Lune, n'est uniquement dû qu'à la rotation de la Terre sur elle-même. Ok? On continue. Alors, il y a une expérience qui est encore plus ouf, hein, mais hyper compliquée à expliquer, mais elle est complètement marteau, cette expérience. C'est celle du pendule de Foucault. Vous en avez un à Paris, au Panthéon. Hein. C'est une boule, hein, qui a accroché à un fil d'acier qui est extrêmement long, 60 mètres. Hein, et en gros, hein, ce pendule-là, cette sphère, vous la prenez et vous la faites osciller. C'est une oscillation qui est extrêmement lente parce que pour le coup, elle est de grande amplitude. Et, et on se rend compte en fait que cet axe tourne au cours d'une journée. C'est-à-dire que là, on imagine, hein, parce que c'est une photo, là, on imagine la sphère qui oscille entre la position 12 qui est ici et la position 12 qui est de l'autre côté. Hein. Vous revenez une heure plus tard et en fait, il aura tourné. Cette fois-ci, il va osciller selon l'axe 11 là, et donc le 11 qui est de l'autre côté. Une heure plus tard, il sera sur le 10, le 9, etc. etc. Expliquer cette expérience, c'était pas simple, parce qu'on voit bien, quand on y est, que ce pendule oscille en ligne droite. Il n'est pas en train de tourner comme un fou. Eh bien, en fait, et c'est là qu'il faut s'accrocher quand même à son slip, hein, bon, expression familière, euh, lui, pour le coup, le pendule ne bouge pas. C'est nous. C'est nous qui tournons, en fait, en réalité. Pendant que lui oscille, le sol tourne comme la Terre tourne. Et donc, c'est pas à proprement parler de l'axe d'oscillation, hein, du pendule qui tourne, c'est le sol qui est en dessous. Et donc, du coup, ce pendule, hein, passe aux différentes heures parce que le sol qui est en dessous de lui tourne. Ça, si c'est pas balèze, je sais pas ce qu'il nous faut. On passe à la suite, les phases de la Lune. Alors, les phases de la Lune, vous les connaissez toutes et tous. Hein. On part de la nouvelle Lune, c'est-à-dire que typiquement on ne voit pas la Lune. Hein. Et ensuite, vous avez les différents croissants. Le premier, alors pourquoi premier? Parce que si vous tracez un trait vertical, vous pouvez dessiner la lettre P. Hein. Et vous continuez comme ça jusqu'au dernier, où là, typiquement, si vous tracez pareil une lettre verticale, vous pouvez dessiner un D pour dernier. Voilà, et donc évidemment la pleine lune qui est en ce moment même. Enfin, au moment où j'enregistre, pas au moment où vous regardez la vidéo. Alors, d'où viennent ces phases? Pour le coup, rien de bien méchant non plus. Hein. Alors, d'où vient ce mouvement? Vous avez ici le Soleil, la Terre, et en fait, vous voyez que la Lune tourne autour de la Terre sur un plan qui est légèrement incliné par rapport au plan qui relie le centre du Soleil au centre de la Terre. C'est important, vous allez voir pourquoi. Et donc la Lune, elle tourne. Elle fait le tour de la Terre en 28 jours. Hein. Pendant que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et qu'elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Ça, ce sont des choses que vous devez bien garder en tête. Ce sont tous ces mouvements et c'est surtout la différence de temps, d'échelle entre les deux. Hein. Okay, quand la Terre a fait un tour sur elle-même, elle n'a pas beaucoup bougé autour du Soleil. Hein. Okay, elle a fait en fait quand elle a fait un tour sur elle-même, elle a fait un 365e de tour du Soleil. Ok. Bien, à partir de là, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous le rappelle, hein, on est bien là-dessus. Hein, la Lune bouge dans le ciel parce que grâce à la rotation de la Terre. Mais en soi, la Lune, sur une journée, elle n'a pas bougé énormément par rapport à la Terre. Alors, on est là. C'est-à-dire qu'on va figer la Terre et on va représenter la position de la Lune autour de la Terre lors d'un cycle. Comme je vous ai dit, la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours. En 28 jours, la Terre n'a pas énormément bougé par rapport au Soleil. Elle a certes bougé, mais c'est pas sensationnel. Hein. Donc on peut considérer, on fige la Terre et on regarde la position de la Lune autour. Et en fait, tout s'explique juste par la position entre le Soleil, la Terre et la Lune. Si vous êtes dans cette configuration-là, pouf, la Terre ici et la Lune ici, hein, on voit le Soleil qui éclaire de la droite. Hein. Donc la partie droite de la Lune est éclairée, et pour un habitant qui se retrouve ici, il va voir la moitié de la Lune qui n'est pas éclairée, et l'autre moitié qui est éclairée. Si vous regardez bien, hein, ça dessine bel et bien un P, la personne voit un premier quartier. J'insiste là-dessus, n'oubliez pas, la Terre comme elle tourne en 24 heures sur elle-même, eh bien tous les habitants de la Terre, hein, quand elle aura fait un tour sur elle-même, la Terre, la Lune aura tellement peu bougé que tout le monde voit bel et bien un premier quartier, on est d'accord. La Lune va donc continuer progressivement à tourner hein, jusqu'à arriver dans cette configuration-là. Dans cette configuration-là, la Lune est éclairée par le Soleil frontalement
N'oubliez pas que la Lune est légèrement inclinée par rapport à la Terre, donc la Terre ne la cache pas. Donc la Lune est bel et bien entièrement éclairée. Un habitant de la Terre verra la Lune complètement éclairée, c'est bel et bien la pleine Lune. Etc. etc. Jusqu'à la nouvelle Lune où finalement c'est la face cachée de la Lune qui est éclairée. Hein. Donc nous de la Terre, on ne voit rien, on ne voit que l'ombre, on ne voit que la Lune très très peu éclairée. Alors elle est très peu éclairée parce que finalement la Terre renvoie quand même un petit peu des rayons du Soleil. Hein. Les rayons du Soleil sont réfléchis, sont renvoyés vers la Lune et la Lune nous renvoie quelques rayons. C'est ce qui fait qu'on voit très légèrement la Lune. Elle n'est pas totalement dans l'obscurité. Ok? Maintenant, ce plan là de rotation de la Lune autour de la Terre, comme il varie un peu, eh bien, il arrive du coup que la Lune, de temps en temps, passe réellement derrière la Terre. Et dans ce cas-là, la Terre va cacher les rayons du Soleil à la Lune. C'est donc une éclipse de Lune. À l'inverse, la Lune va parfois passer entre le Soleil et la Terre, va réellement cacher des rayons du Soleil et va provoquer une éclipse de Soleil. Ok? Et bien voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein, c'est pas forcément très compliqué. Ce pendule de Foucault, malheureusement, je suis obligé de vous l'expliquer un peu vaguement parce que l'explication va très vite, beaucoup plus compliquée. Donc voilà, c'est fait un peu avec rapidement. Hein. Mais voilà, vous avez toutes les explications nécessaires à ce chapitre. J'aimerais juste signaler une chose. Je pense que c'est la philosophie de ce chapitre. Hein. Bien souvent, les élèves en physique demandent pourquoi on apprend ça, à quoi ça nous sert à rien au quotidien. Là, vous avez typiquement un exemple, c'est que un quart des Américains ne savent pas que la Terre tourne autour du Soleil. On est d'accord que ça ne va pas payer la nourriture pendant le mois, hein, de savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Mais bon, ça reste un des nombreux savoirs. Mais après, on a le vaccin, on a le changement climatique, on a plein de choses comme ça qui sont remis en doute. Pourquoi ils sont remis en doute? Parce que les gens ne savent pas d'où viennent ces savoirs. Bien souvent, vous me dites à quoi ça nous sert d'apprendre ça. C'est bon, on le sait que la Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi vous nous faites suer sur les origines? Si à un moment, vous ne savez pas d'où viennent les savoirs que vous apprenez, il y a toutes les chances que dans une génération ou deux, les gens vont remettre en question ces savoirs. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils n'ont pas de raison d'y croire. Pourquoi ils croiraient plus ça que la Terre a été créée en 7 jours, RTT comprise, hein, je veux dire, à un moment, quelle serait la différence entre un mec qui dit la Terre tourne autour du Soleil et le sermon d'un prêtre le dimanche matin? Il est donc capital que les gens sachent d'où vient ce savoir, d'où viennent tous les savoirs qui ont été accumulés jusqu'à aujourd'hui, pour justement ne pas les remettre en cause. Pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes avec les vaccins? Parce que les gens ne savent pas comment c'était avant, hein, le nombre de morts qu'il pouvait y avoir à une époque d'une épidémie, dans quelles conditions les vaccins ont été découverts, pourquoi ont-ils été découverts, hein. Euh, voilà, il leur manque plein de choses, et parce qu'ils ne savent pas ça, ils jugent par rapport à ce qu'ils entendent aujourd'hui, un mélange de plein de choses. Hein. Il y a des vraies connaissances, il y a aussi du gros n'importe quoi qui circule sur Internet, et comme ils n'ont pas l'histoire de ces découvertes, eh ben, il n'y a pas de ça, il n'y a pas d'information plus crédible que l'autre. Donc vraiment, ce que vous faites en physique, vous avez l'impression que ça n'est pas important. Bon, je peux être d'accord sur certains chapitres, on peut en discuter. Et pourtant, c'est capital. Vous devez savoir d'où viennent tous les savoirs que l'on connaît aujourd'hui pour ne pas reproduire des erreurs, pour ne pas remettre en doute ce qui a déjà été fait. Parce que honnêtement, si vous oubliez tout ça et que dans 50 ans, quelqu'un est obligé de le refaire, on perd du temps, on perd de l'argent. Bon, c'est bon quoi. Ça a déjà été découvert, on en est certain, on vous l'explique. Bon, ben, le but est de le transmettre. J'arrête mon laïus parce que je pars un peu dans tous les sens, hein, mais vous avez quand même, voilà, l'explication cruciale de pourquoi on vous apprend tout ça. Euh, et voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nouveau à me poser des questions sur Pronote ou via les commentaires si c'est pas très clair tout ça. Bonne fin de journée à vous.